Et bonjour tout le monde. Du coup, oui, donc moi, Olivier Roux, je me présenterai rapidement après, mais aujourd'hui, du coup, on va parler de plusieurs choses. On va parler de contrôle, on va parler d'ego, on va parler d'échelle, on va parler de sécurité, et puis on va essayer de voir un petit peu comment tout ça est lié à l'agilité, même si vous avez certainement déjà une idée, et surtout comment est-ce que on étend l'agilité dans l'entreprise. Alors, je ne vais pas révolutionner le monde aujourd'hui et je pense que c'est aussi des rappels, mais c'est des rappels qui sont quand même bons à faire. Et pas de framework évidemment, mais surtout 10 éléments qui, ça va faire 15 ans maintenant que je travaille dans l'agilité, 10 éléments qui me paraissent essentiels si on veut en tout cas créer un esprit d'entreprise qui est aligné avec les principes de l'agilité. Donc moi je m'appelle Olivier Rouault, je suis aujourd'hui, alors j'ai fait plein de choses comme beaucoup de gens dans le monde de l'agilité, mais je fais plein de choses dans le passé. Aujourd'hui je suis engineering manager chez Encore Store. Je vais vous montrer vite fait pour ceux qui ne connaissent pas. Encore Store, c'est une marketplace B2B qui met en contact des marques et des revendeurs indépendants. Ouais, si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Vous pouvez enregistrer des nouvelles marques. Il crée un ensemble d'outils professionnels pour des commerces qui n'ont pas forcément accès jusqu'à aujourd'hui et pour les aider à faire grandir leur business. Voilà. Euh, donc l'agilité. Il y a pas mal d'éléments. J'ai eu l'occasion dans ma carrière, j'ai été consultant pendant très longtemps. J'ai aussi travaillé dans des petites structures. Et puis là, aujourd'hui, depuis 2-3 ans maintenant, je travaille dans des startups. J'ai remarqué qu'il y a pas mal de choses qui diffèrent dans la dynamique, évidemment, d'entreprise entre une grosse société qui a déjà beaucoup de process et qui est compliquée à faire évoluer, et une startup qui se cherche encore un peu et où on peut bouger les choses assez facilement parce que les gens sont réactifs. Mais quoi qu'il arrive, il y a des éléments de fond qui sont les mêmes partout. Et ces éléments-là, c'est ceux, du coup, que je veux qu'on discute aujourd'hui. Et le premier qui me semble super important, alors j'ai pas de slide, mais par contre, je partagerai le lien vers la mind map qu'on va écrire aujourd'hui, ainsi que les liens vers les 2-3 vidéos que je vais vous présenter. Comme ça, tout pourrait être partagé par la suite par l'organisation. Et le premier élément dont je vais parler rapidement, c'est utiliser une. Alors, j'espère qu'on arrive à lire. Sinon, je peux zoomer un petit peu Oui, peut-être. en On zoomant arrive à un lire? petit peu, c'est mieux, mais on arrive à lire là déjà. Ouais, je vais le mettre comme ça. C'est parfait. Merci. Alors, utiliser une approche systémique. Moi, je suis tout récent dans le monde de la systémique. C'est quelque chose que j'ai vraiment découvert. J'en avais entendu parler avant, mais sans rentrer dans le détail. Et j'ai vraiment découvert ça il y a à peu près 1 an et demi maintenant. J'ai commencé à me documenter dessus. Je suis encore un jeune padawan, donc je n'ai pas non plus beaucoup d'expérience et beaucoup de connaissances dedans. Et ça m'a surtout amené à me diriger aussi vers la sociologie des organisations, qui est un autre sujet dont on parlera vite fait. Mais la systémie, l'un des principes de base et celui sur le seul dont je vais vraiment en parler aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a un élément qui m'intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une petite vidéo avant de dire. Cette vidéo-là, alors c'est sous-titré en anglais parce que c'est une vidéo en allemand. Elle n'est pas toute récente comme vous pouvez le voir. Très très intéressante à lire. Pour moi, on va dire que les 30 premières minutes de cette vidéo sont vraiment top. Et je vais juste faire play vite fait et faire des petites pauses pour que vous puissiez lire les sous-titres. Je ne sais pas si c'est normal, Olivier, mais on n'a pas le son de notre côté. Vous n'avez pas son. Ah, c'est en allemand. On va rester sur les sous-titres, c'est pas grave. Je mets pause pour que vous puissiez Ça marche, merci. les sous-titres, mais ouais, le son est en allemand, je ne sais pas comment on met le son sur. Pas de souci. Là, ce qu'il est en train d'expliquer, du coup, ouais, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est la base de ce que je veux dire. Souvent, on travaille, moi au quotidien dans l'agilité, on essaie de résoudre des problèmes. Donc, on parle avec les gens, on identifie des bloqueurs, on essaie de trouver des solutions, on fait du brainstorming, on fait des ateliers, enfin, il y a plein de choses. On met en place des points de contact réguliers, l'ensemble des frameworks qui existent aujourd'hui ont des petites réunions au quotidien, les DSM, les rétrospectives, tout ça, c'est aussi pour se dire quel est le problème et surtout comment est-ce qu'on le résout.
Alors, un des éléments importants dans la systémie, et ce qu'est en train de dire ce monsieur, donc Paul Watzlawick, dans cette vidéo, enfin dans ce passage de cette vidéo, c'est que euh, souvent la solution est le problème. Et la solution et le problème, c'est parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'à un moment donné, le problème que vous êtes en train de résoudre, c'est quelque chose qui a été mis en place parce qu'il répondait à un autre problème. Donc, utiliser cette pensée-là, c'est essayer de trouver, c'est le même système que les 5 pourquoi et ce genre de méthode, c'est essayer de remonter à la source de qu'est-ce qui s'est passé au début, ou alors quel est vraiment le problème qu'on essaie de résoudre et pas juste un symptôme. Se poser ces questions entre quels sont les différents agents d'un système, quelles sont les interactions entre ces agents et quels sont les comportements qui sont créés par ces interactions. Donc, dans un système, vous avez des agents qui font partie, qui sont les éléments qui font partie de ce système-là, la manière dont ils interagissent entre eux, des comportements qui sont les comportements qu'on essaye de mettre en place, et après ce qu'on appelle les comportements émergents. Donc des comportements qui sont non maîtrisés et non prévus, mais qui vont juste se créer de manière naturelle. Euh, S'il y a un exemple assez récurrent, pour ceux qui travaillent dans la tech, si vous avez une équipe de développeurs, vous avez une équipe de QA, et ils travaillent ensemble. Les développeurs vont développer des fonctionnalités, développer des choses sur leur plateforme. L'équipe QA ou dans une configuration classique, en tout cas, l'équipe QA va aller faire des tests pour valider ce qui a été développé avant que ça parte en prod pour qu'on s'assure de ne pas mettre n'importe quoi aux mains des utilisateurs. Et ce qui va ressortir de cette période de validation, c'est qu'il y a des choses qui ne marchent pas bien. Il y a des bugs, des corrections à faire, des petits trucs qui ne vont pas bien. Les bugs, à la base, personne voulait créer des bugs, que ce soit les développeurs, que ce soit la QA, personne n'était là pour qu'il y ait des bugs dans le système. Par contre, ces bugs-là, c'est un comportement émergent qui se crée tout seul. C'est pour diverses raisons. En tout cas, les bugs, ils émergent du comportement des agents du système. Donc, l'approche systémique va nous aider à retracer fil d'action et qu'est-ce qui nous a fait arriver là. Donc, pour arriver à cet élément-là, un élément qui aide à avoir une vue assez rapide là-dessus, c'est d'être son propre client. Et ça, on ne le fait pas assez. En tout cas, moi, dans mon expérience, on ne le fait vraiment pas assez. J'ai eu une expérience il y a à peu près un an où on devait développer une API pour que des systèmes externes puissent se connecter à notre système et interagir avec lui. Et du coup, c'est simple, hein, on est en tech, créer une API, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement et c'est pas très compliqué. On va exposer des services, donc on va exposer des fonctionnalités que les gens peuvent appeler. On leur explique comment ces fonctionnalités doivent être appelées, ce qu'elles vont renvoyer comme résultat. Et nous, derrière, on met en place ce qui est nécessaire, on développe ce qui est nécessaire pour que ça marche. Et donc, on a fait exactement ça. Donc, on a fait un recueil de besoins, on a regardé quelles étaient les premières fonctionnalités qu'il fallait développer et on a commencé à les développer. On a fait des tests, évidemment. On a pris un des utilisateurs, un des clients qui était intéressé par ce projet-là et on a travaillé avec lui au quotidien pour faire des tests, s'assurer que ça marchait, qu'il avait les bons résultats. Donc, on était quand même dans une démarche itérative, incrémentale où on faisait des petits trucs. À la fin, ça a l'air de plus ou moins bien marcher. On est assez confiant, on part en prod et là, ça ne marche plus du tout. Pour quelque chose d'assez simple, c'est que, premièrement, il y avait une question de montée en charge qui n'avait pas été prise en compte dès le début. Donc, on s'est rendu compte qu'en fait, l'API ne pouvait pas tenir la charge avec des gros volumes de données. Donc, erreur de notre part, mais surtout parce qu'on n'avait pas pris en compte le fait que les gens chez le client avec qui on était en interaction étaient des développeurs. C'était des gens qui venaient de la tech, donc ils savaient très bien de quoi ils parlaient. Et on s'est retrouvé derrière face à des clients qui n'avaient pas, malheureusement, les gens de tech derrière pour pouvoir appeler nos fonctionnalités. Et dans l'absolu, on a réussi à résoudre le problème, mais une leçon pour moi de cette expérience-là, c'était de se dire, si on avait eu des clients internes, des gens qui ne sont pas dans la tech, qui font partie de l'entreprise et avec qui on peut développer ça, déjà on aurait eu un cycle de feedback beaucoup plus court parce que les gens étaient à dispo tout de suite et ça nous aurait permis de nous rendre compte que notre approche n'était pas la bonne. Et ça nous aurait permis de rendre les problématiques visibles beaucoup plus tôt. Et pour le coup, je pense que une des deuxièmes leçons de l'approche systémique, c'est de très rapidement faire ressortir les problèmes. C'est pour ça qu'on fait des cycles courts en agilité d'ailleurs. Hein. C'est très vite se dire, voilà les problèmes qu'on rencontre. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être plus simples à résoudre, ça veut dire qu'on les identifie beaucoup plus tôt et qu'on va pouvoir les attaquer. Et le dernier point qui est intéressant là-dedans, c'est de travailler. Alors ça, c'est quelque chose que dit beaucoup François Dupuis. François Dupuis, si vous ne connaissez pas, ce monsieur a beaucoup de choses très intéressantes à dire.
Et il a notamment publié sur les dernières années une trilogie qui s'appelle Lost in Management. Ça se lit très bien, c'est pas des gros bouquins, mais qui sont pleins de bon sens. Et il s'est penché sur la question du management moderne, pourquoi ça a l'air de pas si bien marcher que ça, et qu'est-ce qui fait que les managers aussi sont en souffrance et donc les équipes en souffrance. Mais il répète quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on a tendance à beaucoup travailler sur on a tendance à beaucoup travailler sur la structure et beaucoup moins sur l'organisation. C'est vrai qu'en général, quand on arrive dans une nouvelle entreprise ou qu'on essaie de savoir ce qui se passe, on va tout de suite demander quels sont les liens hiérarchiques, qui est responsable de quoi, qui rapporte à qui. Et tout ça, c'est la structure, c'est-à-dire la structure, l'organigramme en gros de l'entreprise. L'organigramme et les process officiels qui existent. L'organisation, c'est une espèce d'organigramme non officiel, c'est-à-dire les jeux d'influence qui existent par le comportement des agents du système, mais aussi ce que les gens font des processus existants, c'est-à-dire que la manière dont ils travaillent au quotidien avec ou malgré ces processus. Le travail en silo, par exemple, l'organisation en silo est quelque chose d'assez symbolique de ce truc-là, c'est que les silos, en fait, à la base, ils n'ont pas été créés pour rien. Ils répondaient à un besoin. Le silo, ça protège les gens dans leur travail. Ça permet de créer une espèce de boîte noire où les gens vont être abrités par soit des attaques, soit des demandes trop constantes. Soit, donc, ça pose des problèmes de communication et d'efficacité, mais par contre, ça protège bien. Donc, travailler sur l'organisation plus que la structure. La structure, elle vous donne un lien hiérarchique, mais elle ne vous dit pas ce qui se passe au quotidien. Si vous voulez changer les choses et comprendre les problèmes et les résoudre, il faut travailler sur comprendre la manière dont les gens travaillent. Pour comprendre la manière dont les gens travaillent, il faut utiliser, enfin, la meilleure approche, c'est d'utiliser la systémique, du coup. Voilà. Deuxième point qui est super important, spoiler alerte, l'agilité à l'échelle. On en parle beaucoup, c'est normal qu'on en parle beaucoup. C'est normal qu'on en parle beaucoup parce qu'on est dans une époque où voilà, les sociétés grandissent, on a des projets qui font intervenir beaucoup de monde. L'agilité à l'échelle, ça ne marche pas. Quand je dis que ça ne marche pas, de base, ça ne marche pas bien. On le sait. Et d'ailleurs, si on y réfléchit un peu, on le voit bien sur les dernières années, il y a énormément de talks, de conférences, il se passe plein de choses autour de l'agilité à l'échelle et beaucoup de talks sur comment faire en sorte que ça marche. Et en fait, si on se demande autant comment faire en sorte que ça marche, c'est que de base, c'est pas une bonne idée. L'agilité, à la base, c'est des petites équipes qui sont maîtres de leur scope, qui sont maîtres de leurs décisions, et c'est grâce à ça, et qui ont le client à portée de main, et c'est grâce à ça qu'ils arrivent à avancer, et à avancer bien et rapidement. Donc, si avant de vouloir faire grandir les équipes autour de l'agilité, de créer l'agilité à l'échelle. L'agilité à l'échelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre plein d'équipes sur un même projet. Donc, globalement, je grossis les traits, mais c'est globalement ça. Et si on veut que ça marche, la première étape serait plutôt de découper le scope du projet. Donc, au lieu d'essayer de faire grandir les choses et de se poser plein de questions sur comment je fais en sorte que plein d'équipes ensemble arrivent à fonctionner tout en conservant cette espèce d'esprit agile, de fonctionnement agile. Bon, il faudrait qu'on définisse un fonctionnement agile, mais je vais partir du principe qu'on est tous d'accord là-dessus. Il faudrait déjà commencer par découper les choses et plutôt, donc du coup, faire un scale down en fait, plutôt qu'un scale up. Je vais en profiter, j'ai pas mis son propre client. Et rendre les problèmes visibles, on s'est dit. Et puis, travailler sur l'orga plutôt que la structure. Donc, scale down. Il faut découper. Essayer de supprimer les dépendances, oui, c'est compliqué. Il y en aura toujours des dépendances, mais essayer de les supprimer au maximum et surtout savoir dès le début comment on va gérer ces dépendances. Il y a plein de choses pour gérer les dépendances. Il y a des vrais moyens de les réduire et en général, quand on découpe, l'approche par domaine fonctionne très bien. Vous regardez le flux de création de valeur de votre entreprise, vous définissez des domaines et vous mettez en place des équipes sur ces domaines qui se spécialisent.
On a la loi de Conway qui nous dit faites attention parce que votre système va représenter votre organisation. Donc, ça veut dire que si vous avez par exemple côté business une équipe facturation, une équipe customer service et une équipe logistique, eh ben, de manière assez naturelle, votre système va être le même. Vous allez avoir un système qui gère la logistique, un système qui gère la facturation, etc. Mais découper, ça permet quand même de limiter. D'un point de vue technique, on a plein de solutions via des budgets de communication qui vont permettre aux équipes d'avoir une certaine indépendance dans la manière de travailler et surtout de leur donner le pouvoir, le pouvoir et la confiance de prendre leurs décisions. Donc, si on découpe bien, ça marche beaucoup mieux. La communication est plus simple. Moi, j'ai beaucoup utilisé le Scrum de Scrum dans le passé pour gérer la communication entre différentes équipes, pour qu'il y ait quand même un minimum de connaissances et surtout pour gérer des dépendances. Quand on sait qu'on commence à toucher un projet où il y a une partie du système, mais on est sur des produits qui se regroupent à un moment donné, avoir un Scrum de Scrum régulier, donc ça 2-3 fois par semaine, ça permet de du coup prendre des décisions, poser des questions et avoir rapidement des prises de décision et des actions qui sont réalisables pour faire en sorte que ça marche et pour ne pas être en attente du travail des autres. Donc, l'agilité à l'échelle, en tout cas, Agile Scale, pardon, c'est pas une super bonne idée. Essayez d'abord de voir comment vous pouvez réduire, comment vous pouvez augmenter. Troisième point, le contrôle est une illusion. Et celui-là, il est super important. Le contrôle est une illusion. Et là, c'est pareil, je vais vous mettre une petite vidéo, pas besoin du son, on connaît très bien. Ça là est pas mal. Voilà. Alors, je coupe le son pour moi aussi. Donc, c'est tout simplement une rue très, très utilisée en Inde. Et on voit qu'il y a des piétons, on voit qu'il y a des motos, on voit qu'il y a des vélos qui passent, il y a des voitures, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, malgré le chaos ambiant, alors j'en ai une autre aussi que ça passe de nuit, on ne voit pas bien, mais celle-là aussi est pas mal. Malgré le chaos ambiant, ça marche très bien en fait. Ça marche très bien. Alors, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de ligne au sol. Et ça, pour moi, c'est un exemple assez intéressant d'auto-organisation. C'est-à-dire qu'il y a des règles implicites qui sont mises en place pour résoudre un problème. Et en fait, ces règles implicites sont connues des gens et sont respectées de manière naturelle. On n'a pas essayé de structurer les choses pour faire en sorte que les gens respectent exactement des feux, des arrêts, etc. Et d'ailleurs, si on avait mis certainement des feux et des stops et autres, il y aurait beaucoup plus d'embouteillages, il y aurait peut-être plus d'accidents. Enfin, là, il y a quelque chose de naturel qui se met en place et les gens implicitement apprennent à connaître les règles en naviguant au travers du système. Et du coup, le contrôle à cet endroit-là n'aurait rien apporté comme solution. Il aurait même plutôt certainement été un blocage. Donc, je trouve ça super intéressant, en fait, comme exemple. Et j'aime beaucoup cette histoire de trafic dans des carrefours très, très utilisés. Il faut donner alors, créer les limites, en fait, du système. Et donc là, sur ces vidéos-là, on a quand même la voie de circulation, elle est quand même limitée. On voit qu'il y a des gens qui sont plus ou moins fragiles et c'est des limites aussi qui sont connues. Mais à l'intérieur de ces limites-là, les gens s'organisent eux-mêmes pour trouver la solution au problème. Tout ce qu'on doit faire, c'est leur donner les moyens de prendre ces décisions et de les appliquer par eux-mêmes, et leur faire confiance en fait pour tester des choses. Et c'est du try and fail, hein, de toute façon. On teste un truc, on regarde si ça marche bien et puis on passe au truc suivant. Donc, essayer de mettre en place des règles de contrôle constamment, ça ne va pas aider les gens à trouver les bonnes solutions. Donc, ça m'arrête tout le temps. Voilà. Les règles de contrôle ne sont pas la solution. Et surtout, il y a un autre élément qui est très important là-dedans, c'est que les solutions sont généralement temporaires. Ça veut dire quoi? C'est que ce que vous faites et la manière dont vous réglez un problème aujourd'hui ne sera certainement pas la bonne manière de faire ou la bonne solution dans 6 mois. Parce que votre contexte va évoluer, parce que les gens auront évolué, parce que votre problème aura changé par rapport à ce qui s'est passé autour, parce que vous aurez testé des choses et que vous aurez appris, du coup vous-même vous aurez changé. Donc se dire qu'on va mettre en place un truc, et c'est ça que on remet beaucoup en cause les frameworks là depuis quelques années. Il y a le No Estimate qui s'est mis en place, il y a le No Framework maintenant qui est plus ou moins récent, mais on va dire que ça fait 1 an que les gens commencent à dire arrêtez les frameworks, ça marche pas. Il y a pas mal de
des gens qui ont signé le manifeste agile à la base, qui ont dit il faut arrêter l'agilité, il faut redémarrer l'agilité. Il y a une conférence de Arnaud Lemaire, et si on redémarrait l'agilité, qui est vraiment, vraiment top. Tout ça, je pense que c'est parce que, enfin, pour moi, il y a eu un processus logique qui s'est fait. Il y a le fameux Chouari, qui est les différentes étapes d'évolution dans la compréhension de quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'arriver dans le riz, qui est la troisième étape. Donc, le Chouari, donc la première étape qui est le chou, qui est concrètement, vous êtes un disciple, vous avez un maître dans la philosophie japonaise, et qui va vous enseigner quelque chose. Et vous êtes là pour apprendre de ce maître. Donc, il vous enseigne quelque chose et vous appliquez. Et du coup, cette application permet petit à petit de comprendre les rouages de ce qui se passe et de pourquoi est-ce qu'on applique les choses comme ça. Du coup, on va passer dans la deuxième étape, le A. Et ça, c'est quand on commence à... Du coup, on a appliqué les choses et on est allé voir derrière petit à petit, en se posant des questions et par l'application, on commence à comprendre quels sont les concepts qu'il y a derrière tout ça. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses comme ça? Et le fait de comprendre pourquoi on fait les choses comme ça, on commence aussi à les remettre en question, ce qui est tout à fait normal. Moi, les estimations, je suis un grand fervent du estimate. Les estimations dans ma vie, j'ai fait de la gestion. Enfin, oui, j'ai fait de la gestion de projets classiques. J'ai travaillé comme développeur pendant des années sur des projets classiques. J'ai fait de l'agilité et je fais de l'agilité depuis de nombreuses années. J'ai utilisé les points de complexité comme tout le monde et j'ai passé des heures, je pense, comme tous les accompagnateurs agiles, à essayer d'expliquer les points de complexité aux équipes qui finissaient par me dire, bon, pour moi, un point, c'est une demi-journée de travail. Et peu importe les raisons. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que si on fait le travail, qu'on y va et qu'on avance, on apprend. Et on remet en cause ce concept. C'est pourquoi est-ce qu'on fait des estimations? À quoi est-ce qu'elles nous servent? C'est quoi la finalité de ce truc-là? Est-ce qu'on n'a pas une manière différente et plus efficace du coup d'y répondre? Donc ça, c'est le A. Et le fait de comprendre ces concepts, on arrive dans la troisième étape, le RI, où on s'approprie les concepts et on trouve ses propres solutions. Et pour moi, aujourd'hui, dans l'agilité, dans la maturité globale du monde professionnel et de l'agilité, on est dans cette étape-là. L'agilité, c'est pas nouveau du tout, hein. On peut remonter même avant les années, au début des années 50, 40, 50. On a eu le PDCA, donc Plan Do Check Act. Il y a eu le Toyota Production System qui a fait beaucoup de bruit et qui est la base de beaucoup de choses aujourd'hui, notamment de la théorie des contraintes. On a eu un peu plus tard, même beaucoup plus tard, il y a RAD, Rapid Application Development qui est arrivé aussi. Après, il y a eu Scrum, Kanban, plein de choses. Alistair Cockburn disait que avant l'écriture du manifeste agile, il y avait à peu près 7 frameworks de mémoire, 7 manières de travailler qui étaient connues et efficaces. Aujourd'hui, on est à plus de 40, et c'est normal, plein de gens ont commencé à réfléchir, à proposer des choses. Là, récemment, il y a FAST qui est sorti, qui est le nouveau venu des frameworks autour de l'agilité, qui est encore une autre manière de travailler. Moi, je trouve ça super intéressant, parce qu'en fait, il ne faut pas prendre des frameworks tels qu'ils sont, mais il faut aller, c'est intéressant de se documenter, d'essayer de comprendre quelles sont les idées qui sont apportées, et de se dire comment est-ce que je les applique chez moi. Parce que, encore une fois, les solutions sont temporaires. Mais du coup, on peut aller chercher plein de choses un peu partout, les tester, les adapter. Je sais qu'Holacracy, quand ils en parlent, il y a un bouquin très intéressant sur Holacracy. Ils expliquent que ça a été un chaos pendant longtemps, que c'était horrible. Il y a des mois où ils ne savaient même pas comment le système de paiement marchait parce qu'ils étaient tout le temps en train de tester des trucs. Ça leur a permis de trouver l'essence et la culture de leur entreprise. Dernier point super important là-dessus, sur le contrôle. Si vous voulez que ça marche, en fait, il faut de la vision et de l'autonomie. Et on le dit beaucoup, mais c'est pas du tout anodin. La vision, il y a deux niveaux, trois niveaux de vision. Il y a la vision qui est pour moi, le rôle d'un CEO, par exemple, c'est d'avoir la vision, c'est-à-dire de représenter au quotidien la culture de son entreprise et la vision de son entreprise. Où est-ce qu'on veut aller, pourquoi on veut y aller? Quel est le problème qu'on essaie de résoudre? C'est quoi notre bataille, pour parenthèse, et c'est quoi notre conviction de pourquoi on est concentré sur cette problématique-là? Dans Reinventing Organization, Frédéric Laloux, c'est pareil. Frédéric Laloux. Reinventing Organization. Pareil, c'est un livre aujourd'hui très connu et très intéressant à lire. Il parle beaucoup de ça, justement, du CEO, finalement, d'un directeur, et de quelle est sa place et de quel est son rôle. Le fait de créer cette vision et de constamment la représenter, et le fait que la vision et l'objectif final soit la raison d'être de l'entreprise, ça supprime aussi la concurrence. Alors,
Bon, après, on ne va pas se mentir, c'est très joli à dire. Ceci dit, les entreprises, elles sont aussi là pour créer de l'argent, faire vivre les gens, etc. Mais dans le fond, si vraiment l'objectif, c'était une vision, il n'y a plus de concurrence parce que finalement, l'objectif, c'est d'arriver à réaliser cette vision-là. Donc, si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, l'important, c'est que la vision soit réalisée. Donc, je trouve ça intéressant, mais ça, c'est le côté, donc, du coup, vraiment direction d'entreprise. Au quotidien, dans les équipes aussi, il faut constamment donner de la vision. À chaque fois qu'on va vouloir mettre en place une nouvelle feature ou quel que soit votre fonctionnement, que ce soit un projet feature, c'est pareil. On parle beaucoup de produit versus projet. Je ne suis pas forcément sur cette vision-là. Pourquoi on le fait? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on essaye d'atteindre? Quelle est l'opportunité qu'on veut saisir ou quel est le problème qu'on veut résoudre? Et une fois qu'on ça, on l'a bien compris, il faut constamment réitérer cette vision-là à l'équipe pour qu'il soit clair et qu'ils sachent vers où ils doivent aller. Une fois que ça c'est clair, laissez-les faire. Encore une fois, on leur donne des limites et après, on laisse les gens définir comment est-ce qu'ils veulent faire. Et ça marche à tous les niveaux de l'entreprise, vraiment. C'est en laissant les gens faire, en laissant les gens aussi se tromper, réagir, apprendre, partager. Faut partager au maximum. C'est comme ça en fait que ça va avancer, que ça va avancer beaucoup plus vite. On peut pas arriver à avoir l'impression qu'on a les réponses à tout et qu'on va pouvoir gérer les choses. Ça ne marche pas. Donc, il faut accepter de ne pas garder le contrôle des choses. Il faut laisser les gens prendre le contrôle de ce qu'ils font. Voilà. Point suivant, safe environment. Donc oui, environnement de sécurité. Alors, la sécurité, il y en a plusieurs, encore une fois, mais je vais me concentrer sur la sécurité psychologique, parce que c'est celle dont on parle le plus dans l'agilité, encore une fois. Il y a 2 points importants dans créer un environnement de sécurité. Pour moi, ces 2 points, c'est premièrement les mauvaises. On peut annoncer les mauvaises nouvelles. Et je pense que c'est important d'annoncer les mauvaises nouvelles. C'est important d'avoir la tranquillité de se dire je peux leur dire qu'on n'est pas bien, que ça va, là on n'est pas dans une bonne situation, qu'on est en retard, qu'on a découvert un truc qui fait que ça va pas bien marcher, parce qu'en fait, si on peut annoncer ces mauvaises nouvelles et savoir que la réaction derrière va être la recherche de solutions plutôt que la recherche d'un coupable, globalement, ça va pousser les gens constamment vers cette recherche de solutions et vers cette tranquillité on a le droit de faire des choses, en fait. On a le droit de faire des choses et si ça se passe pas bien, il faut juste qu'on réagisse. Donc, l'environnement de sécurité passe déjà par ça. Je peux annoncer des mauvaises nouvelles, la réaction sera positive derrière. Quelle que soit la personne et quel que soit le niveau de hiérarchie de mon entreprise, les gens vont être là pour m'aider à trouver des solutions et pour me donner les moyens de trouver des solutions. Et du coup, ça veut dire que c'est OK d'avoir des échecs. Avoir des échecs, c'est bien. Avoir des échecs, c'est bien parce que ça permet d'apprendre. Et c'est normal d'avoir des échecs. C'est normal qu'il y ait des choses qui ne marchent pas ou pas comme prévu. C'est normal qu'à un moment donné, on a fait quelque chose et ça ne se passe pas du tout comme on avait pensé. C'est normal de découvrir des choses pendant qu'on le fait. Et ça, encore une fois, c'est des choses qui sont acquises. Maintenant, on le sait tous. Mais du coup, il faut l'assumer jusqu'au bout. Avoir des échecs, c'est normal. Par contre, ce qui ne serait pas normal, c'est de ne pas en apprendre. Il faut faire des post-mortem. Faire des post-mortem tout le temps. Moi, j'ai arrêté de faire des rétrospectives. J'ai supprimé les rétrospectives avec les équipes parce que je me suis rendu compte que la rétrospective, c'était plus une réunion comme une autre. On venait parce qu'il fallait faire une rétro. Il n'y avait pas une vraie conviction derrière on a besoin, on a envie de la faire, on veut aller plus loin. Donc maintenant, on fait des post-mortem. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. Et du coup, ils sont demandés les équipes sont demandeurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens disent ouais, Olivier, ce serait bien qu'on fasse un post-mortem là-dessus, on a besoin d'en parler, il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé, faut pas que ça se reproduise, il faut qu'on voit comment on est arrivé là. Donc finalement, on se retrouve à faire assez régulièrement l'exercice, un petit peu moins dernièrement, mais pour d'autres raisons. On est en période d'hypercroissance et en ce moment, c'est vrai qu'on se cherche un peu, mais c'est normal. Mais du coup, le post-mortem va être beaucoup plus porteur de valeur. C'est-à-dire qu'on va apprendre des choses, on va vraiment mettre en place des actions, parce que déjà, on est focus sur un sujet particulier. Il y a quelque chose qui vient d'arriver, c'est récent dans nos têtes, et du coup, on sait qu'on veut pas que ça se reproduise. Et encore une fois, ce n'est pas juste une réunion qui est dans notre agenda toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, ou tous les je ne sais combien. C'est vraiment quelque chose qu'on a décidé de faire tous ensemble. Donc, annoncer les mauvaises nouvelles, avoir des échecs, mais surtout apprendre de ces échecs. C'est évidemment pas juste avoir des échecs et dire bon ben on s'est planté, c'est finalement comment est-ce qu'on grandit sur la base de cet échec-là.
Alors, le prochain point, j'ai mon petit pense-bête à côté parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Le prochain point est l'un des points qui est de plus en plus flagrant pour moi. Et je vais le mettre avec un grand E. L'ego, c'est votre premier ennemi. Et ça, je l'ai vu partout, partout, partout. Je me pose régulièrement la question par rapport à moi-même d'ailleurs. Et que ce soit des grandes sociétés, que ce soit des startups, ça peu importe. L'ego, c'est le premier ennemi. C'est le premier ennemi. Pour plein de raisons. Alors, l'ego, je ne dis pas que c'est pas bien. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir d'ego. Moi, j'en ai, et je pense que c'est bien quand on a tous un petit peu d'ego. C'est aussi ce qui nous pousse à avancer. J'ai envie d'aller plus loin dans ma carrière, j'ai envie de réaliser des choses, j'ai envie de les réaliser pour moi, j'ai envie de sentir que j'ai fait des trucs et je suis content de les avoir faits. Et c'est moi qui les ai faits, donc c'est chouette et j'évolue. Ça veut dire que j'ai de la valeur, c'est-à-dire. Euh, donc, c'est pas mal d'avoir l'ego. L'ego devient un problème et dans c'est les 5 dysfonctionnements d'une équipe. Voilà. Il en parle très bien. Donc, c'est Patrick Lencioni, autre livre intéressant à lire, facile à lire parce que c'est une histoire. Donc, il va expliquer les principes qu'il essaye de faire passer. Il les explique au travers de l'histoire, d'une histoire un peu romancée, enfin romancée par une histoire fictionnelle sur la vie d'une entreprise, un peu comme The Gaulle sur la théorie des contraintes. Donc, très intéressant à lire. Et il en parle de ça. Le problème de l'ego devient un problème quand il passe avant l'équipe et l'entreprise. Ça devrait être le dernier point, en fait. Ma préoccupation au quotidien, ça doit être qu'est-ce que j'apporte comme valeur à l'équipe, qu'est-ce que j'apporte comme valeur à l'entreprise, comment est-ce que je contribue à l'avancée de tout ça à faire. Et quand je dis qu'est-ce que j'apporte comme valeur, ça peut très bien être comment je fais moi, au quotidien pour que les gens soient bien dans leur travail, comment je fais au quotidien pour qu'ils soient contents de venir travailler le matin. Ça, c'est très compliqué. Et moi, aujourd'hui, là, donc, chez Encore Store, on est en train de vivre une époque d'hypercroissance. On ne parle même plus de start-up, maintenant, c'est les scale-up, c'est le terme à la mode. C'est juste une entreprise qui grandit très vite. Grandir très vite, c'est très chaotique, c'est très, très dur. Et c'est très, très dur en termes d'organisation et psychologiquement parlant. On se retrouve avec des situations où il y a plein de choses qui ne sont pas claires et on ne l'a pas vu avant que ce n'était pas clair. Et du coup, ça a des impacts immédiats sur les rôles et responsabilités, par exemple. Des gens qui n'ont pas bien compris que ça, finalement, ce n'était pas eux qui le faisaient. Sur la place de chacun, sur les gens qui étaient là avant, qu'est-ce qu'ils deviennent aujourd'hui. Donc, c'est plein de questions qui sont normales. Ces questions, elles sont tout à fait normales. Du coup, cette période d'hypercroissance est compliquée. Et encore une fois, il faut clarifier les choses et faire en sorte à remettre son ego en question. Donc, moi, j'ai beaucoup trop vécu dans mes expériences passées le côté, en fait, c'est moi le chef. Donc, finalement, c'est peut-être à moi de décider et c'est normal que ce soit moi qui décide, puisqu'en fait, c'est moi le chef. Je grossis les traits, mais c'est la réalité des choses. Des gens qui se disent vouloir être très dans un esprit d'ouverture, d'autoresponsabilisation des gens, mais qui finalement veulent toujours avoir raison, veulent être au courant de tout, veulent pouvoir maîtriser tous les aspects de ce qui se passe. Et ça reste de l'ego. Pour moi, ça reste vraiment de l'ego. Donc, les managers qui ont du mal à se remettre, les managers, dans une transformation d'organisation qui ont du mal à retrouver leur rôle pour rentrer dans un principe de défense, c'est normal, je veux conserver c'est quoi ma place dans l'entreprise et du coup, on se raccroche à cette partie-là. En fait, si on les accompagne correctement et qu'on leur explique comment faire leur travail aujourd'hui, ça peut se passer très, très bien. Et du coup, le fait de pouvoir recréer de la valeur, ça rehausse l'ego aussi parce qu'on comprend. Le fait d'arriver, de se dire, quand des gens de votre équipe vous disent bah, ouais, c'est cool de travailler ici, on est content, c'était chouette d'avoir fait ça permet justement de limiter ce problème d'ego. Bref. Donc l'ego, c'est l'ennemi principal. Donc il faut garder en tête que déjà, le sujet, ce n'est pas vous. Le sujet principal, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas vous, c'est l'équipe et l'organisation. Et c'est ça qui doit passer en premier, quoi qu'il arrive. Je ne vais pas rentrer dans des extrêmes de burn-out et tout, il ne faut pas en arriver là, évidemment, mais c'est une situation très différente. En tout cas, le sujet principal, c'est pas vous. Il y a un autre point qui est important et qui, moi, m'aide beaucoup, et j'essaie de me le redire au quotidien parce que j'ai tendance à beaucoup trop parler, c'est pour ça qu'il est déjà 10h38. Vous n'êtes pas forcément, et je dis forcément pour être gentil, mais moi je me le dis sans le forcément, la personne la plus intelligente dans la pièce.
Et par rapport au sujet, je ne dis pas de l'intelligence globale, mais par rapport au sujet qui est en train de se traiter dans une réunion ou quoi, il y a quand même de fortes chances pour que ce ne soit pas vous la personne qui soit la plus intelligente sur ce sujet-là, ou qui ait le plus de connaissances. Et même si vous êtes la personne la plus intelligente, s'il y a 4, 5, 6 personnes dans la pièce, si on met les cerveaux de tout le monde ensemble, ça rend un système plus intelligent, quoi qu'il arrive. Donc, il faut assimiler ça dès le début et se rendre compte que, voilà, dans du coaching, effectivement, on dit qu'on parle beaucoup de coaching. La base du coaching, c'est poser des questions parce que c'est ça, on est là pour libérer l'intelligence des autres. Il y a les liberating structures qui aident beaucoup à libérer l'intelligence collective. Euh, c'est super important de garder ça en tête, se dire comment je fais pour aider les autres à trouver la solution. Je peux participer, évidemment, c'est important et c'est intéressant, mais garder son ego en place et se rendre compte qu'il y a plein d'autres gens qui sont aussi intelligents. Le dernier point, c'est que tout le monde doit travailler sur la chaîne de production. Ça, je pense que c'est important. Et ça, je le dis par rapport au sujet de l'ego, parce que quand je dis tout le monde, je pense que c'est les gens même tout en haut. Je pense que c'est important à un moment donné, en tout cas, que ces gens soient participatifs dans la production de valeur. Dans notre cas, moi, je travaille dans la tech et je le dis pourtant, c'est quelque chose que j'ai pas eu trop l'occasion de faire ces derniers mois et qu'il faudrait que je fasse, mais je pense que c'est important, quel que soit votre niveau, à un moment donné, d'être participatif dans du code, de vivre la vie, vraiment le quotidien d'un développeur, comment il développe, comment on installe son environnement dev, comment est-ce qu'on arrive à pusher du code, comment se passe une livraison en production, euh, gérer les bugs, gérer le tech support, enfin, passer un petit peu par toutes ces parties-là. Et surtout, quand il y a un problème, en fait, plus les gens sont haut placés, plus ils devraient être les premiers à travailler dessus. Plus le problème est gros, et puis ça doit être les premières personnes à travailler dessus pour débloquer les situations, parce que c'est eux qui ont les leviers à un moment donné. Donc, il faudrait c'est important que tout le monde travaille sur la chaîne de production de valeur. Voilà. Complexité et ouais. Communication et complexité. C'est la base. C'est la base de n'importe quel travail en groupe. La communication. La communication, c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. C'est très compliqué dans une même langue. Entre le moment où ce que vous voulez dire et ce que l'autre personne va comprendre, il y a déjà plein de filtres. Il y a ce que vous pensez dans votre tête qui correspond vraiment à ce que vous voulez dire. Il y a la façon dont vous allez le prononcer, donc il y a déjà un premier filtre, une première distorsion. Après, il y a l'environnement, donc le bruit, peu importe, qui va faire que le message reçu n'est déjà plus exactement celui que vous avez dit. Et après, il y a l'interprétation de ce message. Donc, on a déjà 3-4 filtres qui font que, entre ce que vous aviez en tête et que vous vouliez communiquer, ce qui était reçu de l'autre côté, il y a des distorsions, il y a de la perte d'informations. Donc déjà, dans une même langue, avec une même culture, tout, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on est quasiment tous, ou en tout cas de plus en plus, dans des environnements internationaux, ce qui veut dire que là-dessus, il faut rajouter les différences de culture, les différences de langue. Euh, L'anglais s'utilise beaucoup, mais l'anglais n'est pas maîtrisé ou pas forcément bien maîtrisé par tout le monde. Moi, je me suis retrouvé assez récemment dans justement des différents switches où les premières personnes qui ont rejoint l'entreprise, c'était plutôt franco-français. Et on s'est ouvert à l'international. On a des gens qui arrivent qui ne parlent pas français et des gens qui participaient beaucoup arrivent maintenant dans des réunions et ne disent plus rien. Et c'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce que c'est compliqué. Ils comprennent l'anglais, mais ils ont du mal à s'exprimer. Et du coup, ça, il faut le gérer. Et ça rajoute à la complexité de la communication. Donc, la communication, il faut y faire très attention et surtout, cette communication-là permet de gérer la complexité. C'est ce qui le rend d'autant plus important, d'autant plus central. C'est qu'on est dans des systèmes qui ne sont pas simples. Alors, encore une fois, je suis très focus sur la tech parce que c'est là-dedans que je travaille depuis 15 ans, mais euh, comme on dit souvent aujourd'hui, là, on est des knowledge workers, on est des travailleurs du savoir. Donc, il y a beaucoup de besoin de pensée, de partage, de réflexion de groupe. Et cette communication va très vite rendre les choses compliquées. Donc, il faut en tout cas trouver des solutions à ça. Et surtout, l'une des meilleures solutions, c'est de donner de l'espace et du temps aux gens. C'est-à-dire que concrètement, il faut créer cet espace où les gens vont pouvoir réfléchir, où les gens vont pouvoir s'approprier leurs problématiques, s'approprier leurs valeurs de groupe, leur manière de travailler. Il y a les fameuses 5 étapes qui sont définies là. Donc, il y a
les 5 étapes du cycle de vie d'un groupe de personnes, quel que soit le sujet. Ça peut être parce que vous partez en vacances avec un groupe de VTT avec des gens que vous n'avez jamais vus, ou parce que vous commencez un nouveau travail, ou que vous changez d'équipe dans votre entreprise. Alors, il y a le norming, forming, storming, excelling et closing. Donc, en gros, au début, on apprend à se connaître. C'est très politiquement correct. On fait très attention à ce qu'on dit. Et c'est normal. On essaie de voir un petit peu où est notre place. Après, on va commencer un petit peu plus à s'affirmer. Il y a des tensions qui se créent. Ça, c'est pareil, c'est normal. Il va y avoir des petites frictions. Il faut qu'elles aient lieu parce que c'est ça qui va permettre du coup d'arriver à la phase de normalisation où maintenant on se connaît, on sait comment communiquer, on a compris quelle est notre place et comment on travaille avec les autres. Et on peut passer à l'étape de performance où là, l'équipe sait travailler ensemble, avance et ça se passe bien jusqu'à la dernière étape qui est du coup la fin de l'équipe, le groupe, pour quelque raison qu'il soit, l'élément qui avait mis ces gens ensemble n'existe plus, c'est dissolu, et du coup, le groupe lui-même se dissout. Alors, ces 5 étapes, elles ont été remises en question par des psychologues, et aujourd'hui, on sait que c'est pas tout à fait vrai, tout à fait comme ça que ça marche, mais encore une fois, moi, dans mon expérience, je remarque quand même j'arrive à retrouver ces étapes-là. Je les retrouve encore aujourd'hui. Et moi, j'ai le sentiment de les vivre, en tout cas. Donc, il faut donner de l'espace aux gens et du temps pour qu'ils puissent expérimenter, pour qu'ils puissent avoir une étape d'introspection par rapport au groupe. Et on en revient aux rétrospectives, on en revient aussi à l'analyse systémique comment est-ce qu'on marche, comment est-ce que ça se passe, et du coup, comment est-ce qu'on fait pour que ça se passe bien? Quelles sont les règles? Dans la présentation juste avant, Lisette Sutherland passait de parler du Team Canva, mais c'est quelque chose que j'utilise très souvent et qui est absolument génial. C'est vrai, le Team Canva qui permet juste d'avoir une réflexion de groupe. Et je pense que c'est important de ne pas le faire juste au début, il faut le refaire après pour revoir un petit peu ce qu'on s'était dit, mais c'est quelle est notre personnalité en tant que groupe, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos objectifs, qu'est-ce qu'on cherche individuellement et collectivement, c'est quoi les skills de chacun, comment est-ce qu'on peut aider les gens, arriver à s'identifier tous ensemble et aussi individuellement dans le groupe. Donc donner du temps aux gens et leur donner l'espace. Aujourd'hui, on travaille quasiment tous en itération, les itérations c'est bien, ça marche. Mais les itérations, après itération, après itération, après itération, c'est dur, c'est fatigant. Et on le voit. Et c'est pas pour rien que de plus en plus de frameworks ou de plus en plus d'entreprises mettent en place des espaces de respiration. Ces espaces de respiration, c'est pareil, je pense qu'ils sont absolument essentiels. Parce que donner du temps aux gens en leur disant, voilà, au bout de X sprint, ou de X itération, ou de manière ponctuelle, si vous n'êtes pas, tu vois, si on est sur une approche Kanban, qu'on n'a pas forcément d'itération, sinon je suis tendu, mais je pense que régulièrement, il faut qu'on fasse une pause et qu'on dise, là, vous allez avoir une semaine, 2 semaines, peu importe, où vous faites ce que vous voulez, vraiment, enfin, faire ce qu'on veut. Alors, les grandes entreprises, il y a des histoires de chez Google où les mecs pouvaient faire vraiment absolument ce qu'ils voulaient, et pas forcément des trucs qui étaient liés au travail. Mais faire ce qu'on veut, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avancer sur du travail. Ça peut être des temps dans l'équipe technique pour résorber de la dette parce qu'on a envie de le faire et parce que souvent les développeurs ont envie de le faire. Ça va être du temps pour faire un POC, tester un nouveau langage. Ça va être du temps pour le business, pour se poser et vraiment réfléchir à ce qu'on veut faire. Et réfléchir plus à ce qu'on veut faire pour le client et pas parce qu'on pense que c'est bien. Ça, c'est un phénomène aussi qui est assez courant. On veut mettre en place un nouveau truc, on prend un KPI, on dit il faut améliorer ce KPI. Mais, c'est très bien d'améliorer un KPI, mais pourquoi on veut l'améliorer? C'est quoi la plus-value pour le client? Parce que c'est ça qui va faire que notre business va fonctionner derrière, c'est que le client soit content. Donc, donner du temps à tout le monde pour se poser et réfléchir. Faire des petits ateliers et travailler avec qui vous voulez, essayer d'avancer sur ces éléments-là. C'est quand même assez essentiel. Mais du coup, ça veut aussi dire qu'il faut savoir prioriser. Il faut prioriser. Et prioriser, c'est essentiel dans une backlog, mais c'est essentiel pour tout le reste. Prioriser, ça veut dire aussi que sur les problématiques, il faut accepter ou régler. Alors, il y a toujours des problèmes, même quand on se concentre là-dessus, même quand on essaye de faire bien, même quand on se pose plein de questions, il y a toujours des problèmes et vous n'allez pas tous les résoudre. Et surtout, vous n'allez pas tous les résoudre aujourd'hui. Pour moi, le seul truc qui est vraiment essentiel là-dessus, c'est du coup, il faut les prioriser évidemment. Il ne faut surtout pas les cacher. Quand il y a un problème qui a été reconnu, ben on le dit. On le dit ouvertement, de manière transparente à tout le monde. On a ce problème-là, ou en tout cas, on a ces problèmes-là, et voilà ce qu'on va traiter, parce que ceux-là ont l'air plus importants. Et ceux-là, ils sont là, mais on va vivre avec. C'est comme ça. Pour l'instant, en tout cas, ils sont là et ils vont rester là. Mais il faut les prioriser. Donc, un problème, soit on l'accepte, soit on le règle tout de suite. S'il est priorisé, il est en haut de la liste, ça veut dire qu'on met des gens dessus et qu'on leur donne, encore une fois,
on leur donne l'espace pour y réfléchir et pour trouver une solution, pour la tester et voir ce qui se passe. Et des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Et puis, il y a les problèmes secondaires, problèmes résiduels, enfin, c'est risques secondaires, risques résiduels, mais pour moi, les problèmes, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on a réglé le problème, peut-être qu'on a réglé une partie, mais qu'il en reste, c'est un problème résiduel. Peut-être que la résolution de ce problème, on a créé un nouveau, approche systémique, qui va nous aider à identifier ça, mais ce nouveau problème, il faut l'identifier, et peut-être que finalement, la solution qu'on a mise en place n'est pas la bonne. Enfin, maintenant, j'imagine que vous connaissez ça, mais il faut s'assurer qu'on continue constamment à, attaquer le truc, à chercher, à comprendre ce qui se passe et surtout à tester. Il faut s'autoriser à tester, il faut s'autoriser à avoir des échecs. Il faut s'autoriser à avoir des échecs et à en apprendre. Donc on priorise les problèmes, soit on accepte, soit on résout, on se donne le temps et on ne cache pas surtout. Parce que si les gens ne sont pas bêtes en fait, ça ne sert à rien de cacher les choses parce que les gens ils en parlent, ils se font leur propre idée, plus on cache et plus ça crée des quiproquos et des tensions dans l'entreprise. Du coup, il faut aussi choisir ses batailles, c'est ce que je disais, hein, mais on ne va pas tout résoudre d'un coup. On ne va pas tout résoudre d'un coup et du coup, il faut accepter qu'on va mettre l'accent sur certains éléments, choisir ses batailles, et c'est vrai à tous les niveaux. C'est vrai à tous les niveaux, même d'un point de vue organisation. Évidemment, vous n'allez pas résoudre tous les problèmes d'un coup. Si votre problème aujourd'hui, c'est la dynamique des équipes, il va falloir travailler là-dessus. Si votre problème, c'est l'onboarding, il va falloir travailler là-dessus. Si votre problème, c'est le delivery, il va falloir travailler là-dessus. Si votre problème, c'est la définition des opportunités, il faut travailler là-dessus. Mais en tout cas, il faut choisir ses batailles. On ne peut pas tout faire en même temps. Ça, c'est super important. Et surtout, comme je le disais juste avant, quand je disais que tout le monde travaille sur la chaîne de production, c'est que l'équipe, alors, vu que les noms sont différents, je vais dire l'équipe exécutive, donc le COMEX ou autre, doit travailler sur les plus gros. Eux, ils doivent travailler directement sur les gros goulots d'étranglement. Je ne sais plus comment on écrit goulot. Bon, pire des cas, c'est mal écrit. Parce que c'est eux qui ont le plus de levier, parce que je pense que c'est aussi leur travail. On a un gros goulot d'étranglement, mais en fait, il faut qu'ils soient les premiers à dire comment on vous aide, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire là maintenant tout de suite, comment on vous aide à résoudre ce truc-là. Il faut qu'ils soient toujours dans cette notion de support oui, on a besoin de gens qui aient un maximum de leviers dans l'entreprise pour qu'ils nous les donnent, ou en tout cas qu'ils soient au quotidien pour pouvoir aider à débloquer les situations. Donc, prioriser leur travail à eux aussi. Et leur travail doit être quand même principalement aussi focus sur je résous les grosses problématiques, où j'aide les gens, je donne les moyens aux gens de résoudre les grosses problématiques de l'entreprise. Répandre punaise, à chaque fois. La bonne parole. Et répandre la bonne parole, c'est ce qu'on fait là. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce que vous faites demain dans votre entreprise quand vous discuterez de ce que vous avez vu, quand vous partagerez des choses que vous avez testées dans votre équipe avec d'autres équipes, quand vous partagerez des problèmes que vous avez rencontrés avec d'autres équipes, quand vous commencerez à travailler en binôme, en pair programming, en pair, en mob, on verra plusieurs sur un sujet, c'est répandre la bonne parole. Il faut partager, partager, partager. Partager, c'est super important. Ce que je dis aujourd'hui, peut-être ça va vous apporter des choses, peut-être pas. Vous aurez peut-être des questions, des remarques, vous aurez peut-être des observations pour moi en me disant je suis pas d'accord là-dessus ou ça c'est pas mal, mais tu peux aller beaucoup plus loin. Et ça nous fait grandir constamment. Et le fait de répandre la bonne parole et d'en discuter avec les gens, j'ai commencé à faire un blog il y a 1 an et demi, 2 ans. Ça fait 6 mois que j'ai pas écrit dessus parce que j'ai pas pris le temps, mais je sais que je veux revenir dessus. C'est ça permet de poser les choses, ça permet de se confronter aux autres et ça permet d'avoir une source d'information et ça nourrit énormément. Donc, il faut répandre la bonne parole et du coup, trouver d'autres agents déjà. Trouver d'autres agents dans votre entreprise, quel que soit votre poste, votre niveau, quoi que ce soit, il y a forcément des gens qui sont intéressés par les mêmes sujets que vous, par les mêmes problématiques que vous et qui ont envie de travailler avec vous là-dessus. Il faut trouver des gens et pas travailler tout seul. Différentes manières de voir, différentes manières d'aborder les sujets, de réfléchir, encore une fois, intelligence collective. Plusieurs intelligences ensemble vont trouver des solutions. Répandre la bonne parole, trouver d'autres personnes pour travailler avec, c'est super, super important. Donc, c'est ça, en fait, c'est trouver d'autres agents et ne travailler jamais tout seul. Déjà, c'est dur de travailler tout seul. C'est dur. Il y a le syndrome de l'imposteur, tout le monde l'a. Hein. Moi, je l'ai aussi. Je pense que tout le monde l'a à différents niveaux. On se pose des questions et c'est principalement quand on travaille tout seul.
Est-ce que je fais bien les choses? Qu'est-ce que ça change si je ne suis pas là? Est-ce que c'est la bonne approche? Il faut être en groupe et avoir ce soutien du groupe. Alors, il y a des métiers où c'est plus ou moins le cas, mais même pour on parle souvent des commerciaux en disant c'est un travail quand même très individuel, il y a un esprit de compétition qui est assez fort, c'est comme ça qui marche. Je suis pas forcément, je pense que c'est une fausse idée. Je pense vraiment qu'on peut faire les choses différemment et j'ai vu des choses faites différemment même dans des groupes de commerciaux, avec des bonus d'équipe au lieu de bonus individuels, avec des réunions stratégiques très différentes. Enfin, donc, faut pas travailler seul, trouver d'autres agents et répandre la bonne parole tous ensemble. Agile Fluency, super intéressant. Agile Fluency, super intéressant. Et l'idée, c'est, je vais vous le montrer rapidement. Agile Fluency, hop, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Enfin bon, vous pouvez prendre n'importe lequel, peu importe d'ailleurs, celui qui vous va bien. Mais c'est différentes étapes dans l'agilité. Différentes étapes dans l'agilité de l'entreprise. Ces différentes étapes, c'est pas des niveaux d'agilité, c'est juste un chemin naturel par lequel il faudra passer, qui est identifié. C'est très bien expliqué et moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Et surtout, ces différentes étapes, il n'y a pas forcément un niveau qui est mieux que l'autre. Le niveau qui est bon, c'est le niveau dont vous avez besoin, dont votre entreprise a besoin. Du coup, pour moi, l'une des leçons principales, en tout cas que j'en ai tiré d'Agile Fluency, c'est aller là où vous avez besoin d'aller et pas forcément là où vous pensiez. Ça, c'est super, super important. Et c'est aussi une leçon de coaching et d'accompagnement dans l'agilité, ou même en tant que manager. Moi, c'est quelque chose qui me reste en tête très régulièrement. Il y a deux choses, c'est que la solution à un problème n'est pas forcément celle que vous aviez pensé. Le chemin pour y arriver n'est pas forcément celui que vous aviez pensé. La solution dont vous avez besoin, même d'un point de vue organisationnel, n'est pas forcément celle que vous aviez pensée. Une solution que vous aviez testée avant ne marchera peut-être pas du tout là où vous êtes. Et le niveau de maturité, si on peut l'appeler comme ça, dont vous avez besoin, n'est pas forcément le niveau de maturité dont a besoin quelqu'un d'autre. Et je vois que tu as levé la main. Oui. Oui, c'est juste pour faire la petite time box. Il reste 5 minutes 5 minutes. avant de peut-être passer à des questions-réponses. Yes, j'ai fini. Merci beaucoup. Agile Fluency, jeter un coup d'œil, je pense que c'est super intéressant et ça permet de se poser ces questions-là, de se dire où est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller, pas forcément où est-ce qu'on avait pensé qu'on voulait aller. Et du coup, le dernier point, c'est plus simple si vous ne faites pas partie du système. J'ai fait du consulting pendant des années, je trouve ça très chouette. J'étais interne aussi parce qu'à un moment donné, je pensais que ça me donnerait plus de levier pour changer les choses. Et en tant que consultant, j'avais des fois un petit peu j'étais frustré parce que je me disais, je suis externe et du coup, j'ai pas tous les leviers pour faire changer les choses. Et finalement, mon expérience en interne n'a pas forcément été meilleure. Il y a deux choses qui sont importantes. Radical Candor, je vais juste dire ça. Radical Candor est plus simple, je trouve, quand on est externe. Ça va être plus facile de faire des feedbacks constructifs mais directs. De dire à quelqu'un, quand tu fais ça, ça marche pas, c'est pas bien. Et voilà pourquoi ça marche pas. Parce que les gens attendent ça d'un consultant. Les gens, ils attendent aussi, quelque part, que vous leur donniez ces feedbacks. C'est pour ça qu'ils vous ont fait venir. Donc, personnellement, je trouve que la partie retour et commentaires et et encore une fois, Radical Candor, c'est pour aider les gens à grandir, mais ça peut être beaucoup plus direct et on a moins besoin de rentrer. Et justement, on évite le jeu politique. Aujourd'hui, donc moi je suis indépendant dans l'entreprise où j'interviens, même sur un poste d'engineering manager, je suis quand même indépendant. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, mon focus au quotidien, c'est quelle est la valeur que j'ajoute à l'entreprise. Pour être très pragmatique, moi, mon objectif, c'est d'avoir une mission le plus longtemps possible. Si j'ai pas de mission, je facture pas. Et ma facturation, c'est ce qui me permet de vivre. Pour que ma mission continue, il faut que je crée de la valeur constamment. Le jour où je crée plus de valeur, c'est tout à fait normal que l'entreprise me dise, bon, Olivier, c'était très gentil, merci pour tout, mais on n'a plus besoin de toi. Et du coup, mon quotidien, c'est de me poser des questions sur comment est-ce que je crée de la valeur aujourd'hui, comment est-ce que je les aide à s'améliorer, comment je les aide à s'avancer, comment je les aide à avancer. C'est pas forcément évident, j'ai pas forcément toujours la réponse, mais en tout cas, c'est une question au quotidien. Si je deviens interne, c'est très personnel peut-être, mais en tout cas,
ça change un petit peu. Parce qu'il y a toujours cette notion de valeur. Comment je fais pour créer de la valeur pour l'entreprise? Mais qu'est-ce qu'il y a pour moi aussi? C'est-à-dire, c'est quoi ma plus-value en interne? Comment est-ce que j'évolue en termes de carrière professionnelle? Qu'est-ce qu'on va me proposer dans 1 an, dans 2 ans? Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses? Est-ce que je vais avoir, encore une fois, tous les leviers que j'aimerais avoir peut-être pour pouvoir faire bouger les choses? Est-ce qu'on va m'écouter? Donc, je trouve que cette position à l'extérieur du système est super intéressante et permet régulièrement d'avoir voilà, une approche plus efficace pour aider les gens.